Salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous prenez soin de vous si vous en avez la possibilité. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Oui, salut à tous. Je chamboule un peu les intros, t'as vu, mais je rappelle quand même aux personnes qui nous écoutent que nous enregistrons cet épisode le 11 mars 2025 à la suite de l'épisode hebdomadaire qui est disponible dans le flux du podcast. Donc, si vous allez sur Apple Podcast, Podcast Addict ou sur Spotify, vous retrouverez l'épisode hebdomadaire où on vous a fait l'essentiel de l'actu tech. Mais là, on va aller un petit peu plus loin, puis surtout, on prend le temps de manière peut-être moins formelle, bien que Tech Café à la base ne soit pas forcément un podcast extrêmement Ouais, formel. encore moins formel, c'est pour dire. C'est encore moins formel. Vous seriez des mauvaises langues de dire que c'est bordélique, parce qu'honnêtement, c'est pas le cas. Merci beaucoup en tout cas de nous retrouver pour cet épisode. Juste avant qu'on aborde les news de ce supplément, je vous invite bien évidemment à aller sur patreon.com/techcafé pour envisager un soutien. Vous avez la possibilité d'ailleurs de vous abonner à la page sans forcément contribuer financièrement. Vous n'avez pas accès aux contreparties, mais vous avez accès à quelques infos que je peux vous partager de temps en temps et peut-être vous convaincre de faire le bon choix. Je vous invite aussi à aller sur Discord, techcafé.fr/Discord, où il y a des discussions sur la tech, mais pas que. Hein. Il y a une rubrique IA et LLM où il y a des usages pratiques qui sont abordés. Il y a des questions qui sont posées, notamment, voilà, j'ai numérisé des vieilles VHS. Est-ce que vous connaîtriez des outils à me suggérer pour améliorer la qualité? Mais ça parle aussi d'autres choses. Puis je partage des petites infos sur ma vie perso aussi. Ouh là là. N'allez pas espérer des grands détails croustillants, mais quelques petites mentions de mes présences en ligne. Et puis rendez-vous aussi sur techcafé.fr où vous retrouvez tous les liens vers les articles qui ont permis de construire les épisodes et qui ont permis à Guillaume Poggiaspala de constituer le conducteur de cet épisode. Merci en tout cas de nous retrouver. Et puis écoutez, sans autre forme de procès, je vous invite à plonger avec moi dans ce qu'a concocté Guillaume, à savoir, et oui, c'est une tradition désormais, c'est les modèles de la semaine, c'est les IA de la semaine plus généralement, à commencer avec quand même ce matériel qui décidément prouve à quel point on est dans un environnement cyberpunk. Je l'avais vu passer, ça me faisait froid dans le dos, tu sais, un petit peu comme cette news que tu avais sélectionnée de ces espèces d'androïdes qui ressemblaient à des cadavres pendus. Ah, c'était effrayant. Là, c'est un petit peu différent. C'est des CPU organiques. C'est ça, Guillaume? Enfin, je le Oui, présente mal, mais... oui, non, mais c'est ça, effectivement. On commence cette rubrique avec un sujet qui va te faire plaisir, puisque c'est encore un cerveau en bouteille avec une sorte de système hybride avec des vrais neurones connectés à des électrodes. Donc, ce qui ressemble à une grosse boîte à chaussures, finalement, hein, très très cher. Et c'est la directe continuation de ce fameux micro-cerveau qui jouait à Pong, et dont on avait parlé et qui t'avait bien dégoûté. Il y a une bonne année sans doute de ça. Le CLO, c'est Cortical Lab, qui fait ça, donc d'où les initiales CL1, à moins que ça veuille dire cerveau liquide, je sais pas. Le CL1 c'est un Ça marche. système beaucoup plus perfectionné que ce qu'ils avaient fait avant. Déjà, ils utilisent des cellules souches qui vont différencier en vrais neurones humains, et donc par centaines de milliers, ces trucs vont être placés dans la boîte à chaussures, hein, qui est un véritable système de survie, et qui est... et donc les neurones vont être placés sur un support transparent, cette fois on pourra les observer bien peinard. Tout ça sera truffé d'électrodes. Évidemment, ils seront nourris, tout ça, la température est contrôlée, etc. etc. Et puis, ce truc va se développer, et puis évoluer en fonction des stimulations, hein, que vous allez lui envoyer. Et puis, ça peut être lu, évidemment, les réponses peuvent être lues, quoi. Hein. Vous envoyez des séries d'impulsions, il vous renvoie des séries d'impulsions, vous discutez, tout ça, voilà, vous faites connaissance. Chaque boîte peut être connectée en réseau, et peut être utilisée à distance, comme un serveur de cerveau. Et voilà, on peut faire des racks, et ça peut faire un nuage de cerveau utilisable chez vous. Bien peinard. Et heureusement, hein, parce que chaque boîte coûte quand même des dizaines de milliers de dollars. Et donc, vous pouvez louer aussi du temps de cerveau disponible, et ça ailleurs que sur TF1, ce qui est intéressant. Le tout ne consomme que très peu d'énergie. Alors, bon, oui, il faut aussi lui donner de la pâtée quand même, hein, parce que voilà, de la pâtée et du jus, parce que c'est un truc... c'est vraiment ça, de la pâtée et du jus, finalement. Tout est programmable, entre guillemets, une programmation par impulsion, quoi, un apprentissage, mais bon, tout est programmable, on peut dire. Et pour des tâches simples, voilà, ça peut faire le boulot pour des tâches assez simples, comme on avait vu avec Pong et compagnie. Mais le but, pour le moment en tout cas vraiment, hein, pour le moment, c'est pas de rivaliser avec des LLM ou des gros réseaux de neurones artificiels. C'est plutôt de s'en servir comme de mini-cerveaux de test pour des médocs, par exemple, pour étudier comment tout ça fonctionne et se reconnecte et se reconfigure sur certaines configurations et contraintes. Et c'est pas du tout fini, hein, c'est vraiment un truc en cours. Hein. Le but, c'est aussi de savoir comment créer une sorte de cerveau minimal. Quelles cellules permettent d'avoir le cerveau minimum viable, et comment arranger tout ça pour l'exploiter, hein, le cas échéant.
Pour le moment, ça reste un amas de cellules dans une sorte de super boîte de pétri. Mais si ça continue, il y a peut-être des questions d'éthique qui vont se poser assez rapidement d'ailleurs. On s'inquiète déjà des émotions que peuvent avoir les LLM, mais alors là, des cerveaux artificiels, est-ce qu'on va commencer à s'inquiéter de leurs conditions de vie? Je ne sais pas. Revenons, Guillaume, à des sujets plus proches de nous, nos besoins affectifs qu'on comble parfois avec des applications de rencontres. Et il faut arriver à vaincre une timidité très organique, elle aussi, hein, et parfois une crainte de se confronter aux autres. Et peut-être que la technologie va voler à notre ressource, c'est ça, Guillaume? Le groupe Match l'a annoncé, hein, l'IA arrive dans les applications de drague. Et des sociologues sont déjà complètement paniqués. Bon, je suis assez vieux pour ne pas avoir eu à utiliser d'applications de rencontre, mais la pratique de ces trucs peut être assez éprouvante, hein, entre la surabondance des profils, la difficulté de bien se présenter, de bien se vendre, hein, et le volume potentiel des échanges qu'il y a. Il y aura même une fatigue de ces applications, et les chiffres d'utilisation fléchissent. Et donc, évidemment, ils comptent sur l'IA pour rendre la vigueur à tout ça, hein, et ça va parce que voilà, ça commence à mollir un petit peu. Des IA agiraient comme des copilotes en donnant des conseils sur les profils, sur les photos, en faisant des présélections aussi de profils pour vous. Ils pourraient se transformer en véritable Cyrano de Bergerac, hein, et écrire et communiquer pour vous, composant aussi poèmes et ballades en secret pour que vous puissiez conquérir une femme amoureuse du coup des mots d'un L'image est autre. belle. Oh. Et c'est bien le problème, hein, c'est ce que craignent les sociologues, hein, que votre Roxane ne soit déçue par un Christian tout nul, quand elle s'attendait à la verve d'un Cyrano avec son gros nez. En bref, pour les signataires de la lettre ouverte pour les rencontres online éthiques, qui est d'ailleurs lancée par un spécialiste de l'université de Leeds, il y a une raison à la fatigue des applications de rencontres, mais rajouter des espèces de hitch experts en séduction virtuelle risque de rajouter une couche d'artificialité finalement et d'éloigner encore un peu plus, de s'éloigner plus encore de l'authenticité, quoi, et de rendre finalement encore plus difficile le passage au réel. Ce qui pourrait aussi aggraver les problèmes de santé mentale qui sont déjà par ailleurs assez inquiétants chez certaines générations, quoi. Après les filtres d'images sur les photos dans ces apps, du coup, le contenu texte qui est Qui est augmenté filtré par les lui-même, IA. exactement. Ouais. Oh là là! Allez, on continue avec la génération de textes, avec nos outils pardon, d'IA générative tels qu'on les connaît bien maintenant. Et pourtant, il y aurait peut-être moyen d'aller encore plus vite. Guillaume, au lieu d'aller mot à mot, à mot à mot, à mot à mot, est-ce qu'on pourrait pas trouver des méthodes pour aller encore plus vite? Et peut-être qu'on pourrait s'inspirer de la manière dont sont générées les images, d'ailleurs. Exactement. D'ailleurs, si on m'avait dit un jour qu'une Lada ferait un record mondial de vitesse, j'aurais eu du mal à le croire. Et pourtant, C'est beau. c'est un peu ce qu'ont accompli les Chinois dans le groupe avec leur nouveau modèle de langage, hein, en tout cas leur nouvelle méthode. Donc Lada, c'est avec deux L, hein, c'est Large Language Diffusion with Masking. Et comme son nom l'indique plutôt bien, c'est un modèle de langage, mais qui vise de la diffusion. Au lieu de partir d'un bruit aléatoire, ils partent d'un contexte qui est totalement masqué, avec des tokens particuliers, hein, qui sont des tokens masques, quoi. Donc en gros, il n'y a que des blocs noirs à la place des mots, et petit à petit, par diffusion, comme un générateur d'images, le bloc noir va être remplacé par des mots. Le tout, en quelques itérations, va converger vers un texte complet et cohérent. Alors on est dans un paradigme qui est donc totalement différent, effectivement, des modèles standards, hein, qui sont dits autorégressifs, ce qui veut simplement dire qu'ils prédisent donc les mots les uns après les autres, hein. Là, les mots sont tous prédits en même temps, même s'il faut quelques itérations pour que le modèle considère qu'on a un truc fini et cohérent. Alors, il y a plusieurs avantages de cette méthode, et la première, c'est assez intuitif, hein, c'est la vitesse. Selon le nombre d'itérations qu'on a, on peut créer des textes de centaines de mots en quelques passes seulement. Et d'ailleurs, le deuxième avantage potentiel, c'est justement le raisonnement. En tout cas, la cohérence des productions du LLM. Parce que, admettons qu'un LLM fasse un raisonnement qui lui prendra 1000 mots. Bon, un LLM normal, il va prendre les mots les uns après les autres. Ce qui veut dire qu'en prédisant le mot numéro 4, il n'a absolument aucune idée de ce que sera le mot numéro 20, et encore moins le mot numéro 400 et 800. Qui font pourtant partie d'un raisonnement d'ensemble. Il n'a pas de vision d'ensemble, a priori. Nous, d'ailleurs, on ne réfléchit pas comme ça, on ne réfléchit pas mot à mot. Non. Et Lada, il ne fait pas comme ça non plus. Il pond tous les mots, tous les 1000 mots à la fois. Alors d'abord, c'est flou, et puis ça se précise, et enfin, il va se décider sur le texte complet, mais à chaque fois, le modèle a en tête, entre guillemets, aussi bien le mot numéro 4 que le mot numéro 400 que le 999. Toutes les dépendances entre ces mots sont toujours prises en compte, ce qui pourrait améliorer les performances de ces modèles-là. Pour l'instant, Lada est d'ailleurs aussi bon que les meilleurs modèles open source de sa taille, hein. C'est un bon début, parce que d'après l'article, il a été entraîné sur 2300 milliards de tokens, ce qui est très conséquent, mais ce qui est quand même beaucoup moins que Llama 3, qui a été entraîné sur 15 000 milliards de tokens. Or, il est à peu près aussi bon que Llama 3.
Et donc l'ADA a une marge de progression assez large, hein, d'autant qu'il a aussi une fenêtre de contexte qui est assez petite pour l'instant. Alors, le fait que l'ADA soit aussi bon que l'AMA 3 avec moins d'entraînement, c'est déjà une victoire en soi. Je voulais parler de cette LADA-là depuis 2 semaines, mais parce que le papier date de février, mais tout dernièrement, il y a un autre modèle qui a fait beaucoup réagir et qui me donne l'occasion d'en parler, parce qu'il utilise exactement la même méthode, la méthode de la diffusion, et que ça démontre vraiment le potentiel ça déploie vraiment le potentiel de ce truc-là, et ce modèle, ce sont les modèles plus exactement de Mercury. Ce sont les modèles Mercury Coder, donc le plus petit, file à plus de 1100 mots par seconde. Alors c'est un petit modèle, mais bon, même un GPT-4 mini, il atteint 60 tokens par seconde. 1000 tokens par seconde, c'est monstrueux, c'est-à-dire que les résultats sont instantanés quasiment. Hein. Et pour les modèles qui réfléchissent et qui envoient des tokens par dizaines de milliers, ça peut être extrêmement précieux d'avoir ce genre de truc. Donc Mercury Small, il est à peine plus lent, il est un petit peu plus gros, il est à peine plus lent, il fait 700 tokens par seconde, et il est quand même au niveau de Claude Haiku, voire un peu au-dessus. Donc en fait, la diffusion pour le langage, c'est très prometteur, et ça veut dire aussi que, au lieu d'attendre, je sais pas moi, que ton truc il réfléchisse pendant 3, 4, 5, 10 minutes, il peut réfléchir pendant 1, 2, 3 secondes. Et c'est vrai que c'est vraiment très très différent, quoi. Il y a aussi l'enjeu de pondre du code, j'imagine, dans l'ensemble. Alors, je ne suis pas certain que ça a été testé par ces Justement. modèles-là, mais si. Si, Mercury Coder, justement, il est plutôt spécialisé dans le code, et c'est aussi fait exprès, d'ailleurs. Hein, Comme son nom l'indique, j'aurais Ouais, d'utilité, d'ailleurs, ouais. Mercury Coder. Ouais. On va reparler tout à l'heure du vibe coding, d'ailleurs. Hein. Peut-être que ça va pas s'arranger. Guillaume, le chat qu'on connaît bien de Mistral, se date. Non, pas du tout, il se Tu veux date pas pas. savoir ce qu'il y a dans la Manus, toi? Oh pardon. Alors tu vois, c'est peut-être mon inconscient qui a filtré effectivement. Il faut qu'on sache ce qu'il y a dans la Manus. T'as raison. Abordons les vrais sujets. Cet agent général chinois. Oui, la Chine talonne les États-Unis non seulement sur les modèles frontières, comme on dit, mais même sur les agents, puisqu'alors qu'OpenAI propose parfois des tarifs farfelus, hein, des services de recherche approfondis, et autant que lui, qu'Anthropic d'ailleurs, expérimente avec des IA capables de se servir des PC, avec des succès plus ou moins mitigés. Les Chinois viennent de lancer Manus. Manus se présente comme un chatbot, mais ça n'est pas vraiment un. En fait, vous lui demandez de faire un truc, et puis Manus, il va lancer une instance d'un PC dans le cloud, et puis il va travailler sur ce PC pour vous faire le boulot. En gros, c'est une sorte de LLM qui est capable d'utiliser plein d'outils, et d'ailleurs un PC complet, quoi. Il peut faire des recherches web, créer des tableurs programmant en Python, que ce soit pour effectuer des tâches annexes dont il a besoin, ou pour programmer carrément une application à lui tout seul. Manus ressemble à Operator, finalement, de chez OpenAI, mais en mieux, enfin en tout cas, sur les démos. Évidemment, sur une vidéo YouTube accélérée, tout ça a l'air totalement magique. Hein. Vous demandez un truc, et vous pouvez même éteindre votre ordinateur et partir, hein, parce que de toute façon, tout se fait dans le cloud. Donc vous recevez une notification quand l'esclave a fini le job. Manus a bénéficié d'une grosse hype à tel point qu'on a invoqué un nouvel instant de DeepSeek. Bon, pour le moment, c'est quand même beaucoup trop tôt pour le dire. Hein. Il existe déjà des solutions IA pour le code, hein, comme Aider ou Cursor, qui marchent plutôt bien, mais qui ne sont pas non plus miraculeuses. Et puis l'offre de Devin n'a quand même pas vraiment... Enfin, elle a un peu déçu, on va dire. Manus, lui, se veut complètement généraliste. Peut vous commander une pizza, un voyage en Patagonie avec l'hébergement chez l'habitant, hein, ou faire une analyse détaillée pour vous dire qu'il ne faut pas acheter des actions de Tesla. Il faut lire les CV de vos candidats pour sélectionner celui qui acceptera le plus bas salaire et travaillera le plus dur. Le Manus se présente comme votre esclave personnel, et ça, c'est quand même très séduisant, évidemment. On aura bientôt une meilleure idée de ses capacités et limitations. Un très bon point quand même, pour finir, Manus utilise beaucoup de technologies open source et annonce qu'il va libérer certains de ses outils et certains de ses modèles assez prochainement. On sent que l'idée d'avoir un esclave sans les inconvénients à la fois éthiques et logistiques te réjouit, Guillaume. J'en veux 2 même. Pourquoi se limiter à un seul? T'as tellement raison. Non. Bon, parlons quand même de notre chat. Tu vois, c'est mon attirance pour la jante féline qui me précipitait sur cette info, parce que oui, le chat a une espèce de super pouvoir OCR maintenant. Oui, petit détour chez les propriétaires du chat qui se dotent d'yeux de lynx. Mistral vient de mettre à disposition un système de reconnaissance de caractère qui est apparemment le meilleur du monde. Alors la promesse, c'est que vous avez un PDF compliqué avec plein de tableaux et de graphiques, et ben voilà, 2 secondes plus tard, vous avez un document en Markdown structuré, mais avec le texte en clair et moins de 2% d'erreurs. Tout ça dans plein de langues. Hein. Si vous avez le texte en sanskrit, ben voilà, vous aurez du texte en sanskrit, mais vraiment du texte. Et s'il y a des formules mathématiques, ben vous aurez le LaTeX correspondant, les formules s'afficheront exactement pareil. Évidemment, ça marche aussi avec des documents pris en photo ou scannés. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un PDF super bien. Vous pouvez prendre une photo à l'arrache et ça marche. Même si les textes sont photographiés de biais, c'est absolument pas grave.
Les chatbots modernes aussi peuvent faire ce genre de choses, hein, faire de l'OCR, ça c'est clair, mais bon, ils reconnaissent les caractères aussi, ils transcrivent le texte, mais Mistral le fait plus vite, plus précisément, en structuré, et c'est disponible via l'API, et c'est $1 par millier de pages, donc faut pas se Ça priver. peut rendre des sacrés services, je pense, pour qui a besoin, effectivement. Est-ce que, Guillaume, tu pourrais nous décrire quelque chose qui est toujours un peu compliqué radiophoniquement, mais je sais qu'à chaque fois, tu relèves le défi avec brio. Cette prouesse d'Avatar, c'est en lit, le Avat 3R. Bon, bref, Avatar qui permet à la base de seulement 4 images de nous générer une tête en 3D. Incroyable. Bah, tu viens de le faire, donc c'est bon, on peut passer à... Allez, news Allez, suivante. Non, mais c'est Meta Reality Labs, effectivement, et l'Université de Munich qui viennent de créer ce qui sera sans doute un standard dans les prochains casques Quest, hein. C'est le clonage de ta tête en 3D avec seulement 4 photos prises à l'arrache au smartphone, comme ça, sous divers angles assez larges, quoi. 4 photos qui suffisent pour créer en fait une représentation gaussienne photoréaliste de ta tête en 3D. Alors c'est déjà très fort, mais le plus beau c'est que c'est animé. Donc l'algo peut appliquer sur ton avatar, qui ressemble vraiment... Enfin, c'est quasi photoréaliste, c'est un petit peu flou, on va dire. Mais c'est vraiment comme si tu pouvais tourner voilà, autour de la tête, hein, c'est en 3D. Et ce qui est marrant, c'est que si tu te filmes, par exemple, en train d'adopter des expressions faciales en temps réel, de sourire, de cligner des yeux, eh ben, ces expressions vont être directes, enfin, avec une simple webcam hein, ou avec la caméra de ton téléphone, eh ben, ces expressions vont être directement appliquées sur ta tête, sur la tête qui a été scannée. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tu peux très bien scanner une autre tête et utiliser une autre vidéo pour lui donner des expressions. C'est-à-dire que tu peux très bien sourire et avoir l'avatar de Timothée Chalamet, quoi. Ça pose aucun problème. Évidemment, je pense qu'il y aura beaucoup de Timothée Chalamet en réalité virtuelle hein, dans un futur proche. Et c'est comme c'est pas des polygones en plus, ben, il n'est pas plus dur de représenter des cheveux, ou des cheveux longs, ou des cheveux bouclés. Il y a les accessoires aussi qui sont, comme les bandeaux dans les cheveux, qui sont préservés par exemple, hein, ou les lunettes. Et Meta a utilisé un gros dataset qui s'appelle le AVA 256, qui contient d'ailleurs des milliers de photos de tête qui sont sous plusieurs angles comme ça. Et donc, ces avatars 3R là sont très stables, il n'y a rien qui scintille, et ça supporte des déformations qui sont assez prononcées. Des déformations faciales, hein, quand tu fais des grimaces, quand tu ouvres la bouche très grande, quand tu tires la langue, tu montres les dents, tu cries. Tout est plutôt stable, tout fonctionne vraiment très bien. Le tout supporte d'ailleurs une large variété de conditions d'éclairage et de types physiques, et ça généralise très bien au point que tu peux même avoir une tête de marbre en statue, et même prendre un avatar qui est un petit peu... Alors, il va avoir toujours une tendance à faire du photoréaliste. Donc si tu prends la tête de Zelda, bon, ça sera une Zelda plus réaliste, quoi, si tu veux. Mais par contre, il est capable vraiment de faire des rendus hors distribution, quoi, qui ne ressemblent pas vraiment à des trucs qu'il a vus, qui sont des humains très très standards. Avec d'autres modèles, pour imaginer les points de vue, tu peux même créer un avatar 3D avec une seule image, puisqu'il existe par ailleurs des modèles qui sont capables, à partir d'une image, de faire des rotations comme ça, sous certains angles, hein, on va dire. Et en fait, ça suffit pour faire des avatars 3D qui sont peut-être un peu moins précis, mais ça fonctionne quand même. Et donc, ça veut dire qu'il suffit d'une photo, finalement, de face hein, pour faire un deepfake, mais en 3D et animable. Donc, c'est Ah très bah, impressionnant, c'est très réaliste, et voilà, bon, c'est de toute façon que les avatars 3D photoréalistes sont un objectif hein, de Meta depuis un petit moment déjà. ouais, la route est compréhensible. Tu sais que j'aimerais bien tester Avatar, j'aime bien le prononcer comme ça, Avatar, avec des photos, mais de personnes différentes pour le même visage. Tu vois, ça permettrait de générer des orques pour les films du Seigneur des Anneaux, par exemple, ou des trucs atroce, comme absolument, tout à fait. ça. Ce serait Est-ce que tellement tu peux dégueulasse. générer des trucs dégueulasses avec oui, c'est vrai, avec des têtes bizarres, tu sais. Ah bah, si tu mélanges des têtes, ça doit pouvoir être sympa, ça. D'autres s'en chargeront à notre place, Guillaume. Par contre, on va parler de Hedra Caractère 3 qui promet la vidéo omnimodale. Mais alors, Guillaume, derrière l'info, il y a une méta-info. Je suis surpris. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de Tech Café. Donc, dans 400 fois N épisodes qu'on a pu faire ensemble, que tu fais un lien vers un article LinkedIn pour relayer une news. C'est Oui. presque ça qui m'étonne le Oui, plus. En oui. fait. Bah, c'est fait à l'arrache. En fait, j'avais envoyé... Non, mais j'avais envoyé la vidéo qui est là dans la démo sur le truc LinkedIn, j'avais envoyé le lien de chez Hedra. Mais quand je Ah. cliquais dessus, il n'y avait plus la vidéo. Alors, je sais pas, il fallait rechercher dans le site et tout. Ça m'a saoulé, donc j'ai fait une recherche Google et j'ai mis le premier truc qu'il y a sur la vidéo. C'était la page LinkedIn de Hedra. Incroyable. Désolé. Et donc, Hedra, c'est pardonné. qui? Ben, Hedra, c'est des gens qui font des générateurs vidéo encore et qui viennent de sortir la 3e version de leur modèle Character,
qui est donc spécialisé dans les characters, dans les persos, quoi, dans les personnages. Personnage. Et leur dernier modèle est un petit peu particulier, ils disent que c'est le premier générateur vidéo omnimodal. C'est-à-dire qu'il peut comprendre ensemble diverses modalités, les images, les textes, l'audio, le son, et puis il peut aussi générer la vidéo à partir de cette connaissance conjointe. Alors quelle est la différence? La plupart des modèles d'aujourd'hui, ils génèrent de la vidéo sans son. Ni bruit, ni parole, hein, et donc après, si vous voulez faire parler un personnage, il faut le faire en post-production, quoi, avec une phase de synchronisation labiale supplémentaire, hein, notre modèle, etc. Mais si un modèle est entraîné de manière conjointe sur du texte, de la vidéo, du son, et que tout ça est relié dans son esprit, entre guillemets, pour faire simple, hein, vous pouvez lui demander de faire une vidéo de gens qui dit « J'aime le boudin aux pommes ». Tout ça avec un travelling au coucher de soleil à San Francisco. S'il doit le dire d'une manière enjouée ou honteuse, comme il devrait le faire, et s'il doit faire un rap sur le boudin aux pommes, tout ça peut être demandé au modèle, parce qu'il comprend ce qu'il doit faire en réalité, parce qu'il sait comment les gens parlent aussi. Il peut générer du son qui est cohérent avec la vidéo, cohérent avec les mouvements, cohérent avec les situations, et cohérent avec le texte que tu demandes, si tu veux. Et donc, il sait relier le texte boudin aux pommes avec les mots prononcés boudin aux pommes. Du coup, la synchronisation labiale est au top. La synchronisation labiale est faite automatiquement, surtout. Caractère 3 peut déjà faire parler des gens dans les vidéos, il peut leur faire exprimer des émotions avec leur visage, en rapport avec ce qu'ils sont en train de dire, avec la situation, avec le visage, mais même avec tout leur corps. Il peut générer des effets sonores aussi pour aller avec les décors. Hein, voilà, s'il y a une chute d'eau, vous entendrez une chute d'eau. S'il y a des pas, vous entendrez des pas. Il peut même faire chanter les protagonistes. C'est, il me semble, une première, de générer des gens qui parlent. Je pense que ça s'est jamais vu. Enfin, moi, jamais vu ça. Et donc, on a déjà parlé de modèle omnimodo, évidemment, puisque GPT-4o en étant. Mais là, il y a vraiment la vidéo en plus, et ça ouvre des perspectives qui sont toujours plus vertigineuses. Incroyable. À chaque fois, j'ai l'impression que tu découvres le truc qui sera le game changer, mais à chaque semaine, tu en retrouves encore un autre derrière. Là, on repousse encore un petit peu les limites. On va parler un petit peu de pilotes pour aider les copilotes qui eux-mêmes aideront les IA. Enfin bon, bref, c'est sans fin, Guillaume, j'ai l'impression. Oui, un autre truc vertigineux, c'est que le Pentagone va utiliser une sorte de copilote comme toi dans Excel, mais pour prendre des décisions de J'utilise ni militaires. Excel ni de copilote, pardon, excuse-moi. C'était rhétorique. C'est Scale AI qui va fournir cette IA, ces agents qui permettront de planifier plus facilement donc des opérations, des OPEX. C'est le projet Thunderforge. Ouais, Thunderforge, vraiment. Il faut l'avouer, c'est un nom qui claque sa mère. Hein. Je veux dire, c'est clair. Faut reconnaître ça aux Américains, ils savent pondre des noms classe hein, pour les comics ou les films, ça c'est vrai. Donc là, Thunderforge. Ça fait un peu groupe de métal aussi, sinon. Ah, complètement. Ou le nom d'un album d'un groupe de métal. Ouais, complètement. Ah ouais, total, mais je suis sûr qu'il y en a plein en fait. En tous les cas, en plus de Scale AI, il y a Anduril et Microsoft qui seront de la partie pour, je cite, révolutionner les processus décisionnels dans l'armée, ce qui est crucial pour conserver le leadership de l'Amérique, tout ça, enfin un truc du style. Thunderforge donc pourra mener des analyses à partir de grosses masses de données et donner des conseils aux officiers pour planifier des opérations ou des campagnes entières carrément. Alors c'est pas encore Thunderforge qui va directement décider, mais bon, il va aider à la décision quoi. Alors pour le moment, le système va être testé en 2 endroits différents, dans le Pacifique et en Allemagne, avant de le déployer sur 11 centres de commandement. Alors, il y a eu quelques petites inquiétudes suscitées par cette news. Voilà, le département de la Défense est d'ailleurs fendu d'un communiqué de presse pour dire que l'humain resterait dans la boucle, que les IA sont justement là pour rendre les données plus intelligibles et que les processus seront transparents, tout ça. Et que donc Thunderforge sera toujours là pour, disons, assister les humains et pour juste faire évoluer un petit peu plus les processus décisionnels qui, a priori, n'ont pas tant changé que ça depuis l'époque napoléonienne. Et bon, il faudrait passer un petit peu dans le futur, quoi. Alors, comme je suis pas Alexandre Jublin, je pourrais pas vous dire, mais bon, peut-être on parlera aussi dans le collimateur. Très bon podcast si vous êtes intéressé par la défense, pas par le quartier, par l'armée, quoi. Je sais pas qui pourrait être passionné par le quartier de la défense, je sais pas. Au point d'écouter un podcast, ça se trouve, il y en a un, j'en sais rien. Nouveau record, encore une fois, Guillaume, mais pour les voitures autonomes. Alors, non pas de par leur fiabilité dans le trafic, mais de par leur performance sur circuit. Oui, quelle est la voiture robot la plus rapide du monde? C'est pas une Lada, c'est une Maserati. Et elle a roulé à 318 km/h, et c'est pas un hasard, puisque c'est l'Institut Polytechnique de Milan qui a fait le logiciel. Ah, c'est italien, voilà. C'est pas parce qu'on fait de l'IA qu'on peut pas le faire avec du style, donc ils ont pris une Maserati MC20 coupée, pour les connaisseurs, qui utilise un logiciel spécifique pour la course. Alors, il n'est pas question qu'une Waymo fasse des pointes à 200 à l'heure sur le périph', d'ailleurs, c'était juste en ligne droite.
En fait, c'est quand même impressionnant de voir une voiture rouler à cette vitesse avec personne au volant, évidemment. Le but, c'est vraiment de pousser les algorithmes dans leurs limites en termes de réactivité, de stabilité. Donc, parce que bon, l'idée aussi, c'est que à terme, si ça passe à 300 à l'heure, sur une autoroute, tu pourras te dire que voilà, même à cette vitesse, ça risque rien, quoi. À 130 à l'heure, ça risque rien. Le fait que la voiture ait pété le record sans casse, quand même, hein, c'est déjà une bonne nouvelle en soi, parce que ça coûte plus de 200 000 balles, un joujou comme ça, sans parler Ouais. de l'équipement en plus. Et ça ouvre aussi des perspectives sur des courses de voitures autonomes qui existent déjà, mais qui pourraient être beaucoup plus excitantes que celles qu'on a vues jusqu'à présent. Et peut-être ce sera un futur sport mécanique super populaire. Ça doit être extrêmement perturbant, effectivement, d'assister à ça. Il doit y avoir quelque chose de très dérangeant, pas avaler de l'étrange parce que ça incarne pas un être humain, mais il doit y avoir comme quelque chose de très curieux de voir une voiture foncer à cette vitesse-là, en toute Ouais. Et autonomie. surtout le flip, si elle fait demi-tour et qu'elle te fonce à la gueule à cette vitesse-là. Oh, oui, parce que alors déjà rappelons que c'est un test, donc enfin c'est des expérimentations, donc Oui. ça pourrait rater. Et puis effectivement, pire si elle se rebiffe contre les spectateurs. Toi, t'as pas envie de lui faire un pouce en bas quand elle passe devant toi, sinon elle fait demi-tour, elle te fonce dessus. Je ne sais pas si c'est Cyberpunk, mais ça y ressemble. Et en tout cas, un nouveau marqueur, Guillaume, c'est peut-être le monde de l'art propulsé par l'intelligence artificielle. Je sais que ça fait toujours grincer des dents. Ça fait pas toujours forcément grincer des dents les venteurs aux enchères jusqu'à ce qu'on fasse le bilan un peu sur ces résultats, notamment une vente chez Christie's. Oui, malgré la pétition signée par 6500 artistes, Christie's a quand même mis aux enchères des œuvres créées, enfin co-créées par IA, voilà, OSEF. Et pour le coup, j'arrive pas à me faire une idée si c'est un succès ou pas. D'un côté, oui, les lots sont partis enfin, certains lots sont partis au-dessus de leur prix estimé, avec une œuvre algorithmique qui réimagine des images prises par l'ISS et qui a atteint 277 000 $, ce qui franchement est très très cher pour quelque chose qui ressemble à une démo Amiga, mais en haute résolution. Il y a des lots quand même qui n'ont pas trouvé d'acheteurs aussi, et qui ont certains qui ont trouvé des acheteurs à des prix qui étaient un peu inférieurs aux attentes. En tout, la vente a quand même rapporté 700 000 $. Donc je suppose que c'est pas un échec total. Mais bon, donc je vais résumer en disant les termes, avec courage, quitte à susciter la controverse. C'était coup-ci, coup-ça. Tu es à l'origine de cette expression désuète? Coup-ci, Non? coup-ça? Non, bien sûr que non. Je sais pas si c'est l'expression désuète d'ailleurs. C'est 700 000 désuet, c'est dollars désuet, ouais. C'est désuet, mais bon. Je sais pas si effectivement 700 000 $, c'est une somme. Je rêverais un jour d'avoir un patrimoine de 700 000 $, quand bien même artistique, mais c'est pas ouf. Il y a des très grandes maisons qui valent bien plus. Bon, bref. Allez, on enchaîne entre. Je n'avais même pas vu ton titre avant à la préparation de l'épisode, entre tradité et modernition. J'adore. On va revenir sur ce concept du vibe coding. Ce développement assisté plus ou moins, mais plutôt plus que moins, par intelligence artificielle. On en touchait un mot tout à l'heure, Guillaume. Et oui, Andrei Karpathy, qui vit apparemment sa meilleure vie depuis qu'il a quitté OpenAI, a inventé une nouvelle expression qui s'appelle le vibe coding. C'est quoi donc? C'est le fait de faire de la programmation avec une main dans le slip, globalement. On demande ce qu'on veut à une IA et c'est elle qui pour le code. Donc on le teste, ça marche ou pas comme on veut, puis donc on engueule l'IA qui modifie le tout, puis on continue jusqu'à ce qu'on ait un truc à montrer aux potes sur Reddit. Alors bien C'est un sûr, très bel entraînement pour devenir directeur chez Ubisoft. complètement, C'est pas bien, c'est pas bien, vous, c'est pas bien, vous c'est pas bien. pouvez utiliser des outils comme Cursor ou le truc de GitHub, bien sûr, c'est le fait de programmer en fait sans jamais regarder le code en détail et de modifier le truc au gré des envies, quoi. La notion même de programmer sans presque regarder le code était inimaginable il y a 3-4 ans, mais on y est. Pire, certains font déjà de l'argent avec, comme Peter Levels, qui a créé en 30 minutes un simulateur de vol polygonal multijoueur qui se joue dans le navigateur et qui lui rapporte déjà 50 000 balles par mois. 30 minutes, c'est exagéré parce qu'il a pris du temps pour affiner un peu le truc et surtout pour rajouter des pubs. C'est ça qui lui rapporte l'argent. Et oui, le jeu étant gratuit, ce qui est impossible autrement, vu qu'il ressemble à Flight Simulator 2, le jeu a des achats in-game, mais bon, aux surprises, ça lui rapporte que dalle. C'est les pubs qui lui rapportent un petit peu de fric. Parce que par ailleurs, le mec est un peu connu, voilà, sur les réseaux, etc. Le vibe coding, c'est une tendance, alors pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi chez tous les codeurs en fait, parce que qui a envie de passer 3 quarts d'heure sur un script ou un outil simple, alors qu'il peut demander ça à un chatbot et l'avoir en 2 minutes. Pour de l'utilitaire ou pour du niche aussi, pour faire des trucs dans des langages que tu maîtrises pas bien ou pas trop, ou des anciens langages même d'ailleurs, le vibe coding, ça vient naturellement, et c'est une chance incroyable même que ce soit possible. Le souci arrive quand ça passe au niveau professionnel, parce que Peter Levels fait du pognon avec son jeu codé en vibe, mais très peu de gens pourront faire pareil.
Et il y a même une inquiétude réelle hein, sur la surabondance de jeux à la con qui vont envahir les plateformes qui sont déjà saturées. Sursaturées. Cette année, il est sorti 19 000 jeux sur Steam. 19 000 dont la plupart sont gratuits et n'auront jamais été téléchargés. Comment exister déjà aujourd'hui quand tu sors ton jeu Steam? C'est un problème vraiment compliqué. Hein. Alors qu'est-ce qu'il en sera demain? Demain, alors que n'importe quel collégien pourra sortir son clone de Flappy Bird, mais avec un cochon, en 10 minutes, on aura quoi? On aura 40 000 jeux Steam par an. Qui va y jouer? Et les bons jeux dans cette masse, qui les remarquera? Alors bien sûr, hein, si tu es Ubisoft, Capcom ou je sais pas qui, bon bah ça, oui, tu pourras t'en sortir. Mais si tu es un indé, comment tu existes? Et pour les entreprises, le vibe coding, c'est presque un danger, hein, parce qu'à court terme, coder en vibe, ça va vite, hein, c'est super, hein, ça va très vite, on peut produire du code en énorme quantité pour pas cher. Mais à un moment, il va falloir le débugger ce code, et puis il va falloir le maintenir aussi, le faire évoluer. Il va falloir l'auditer aussi pour s'assurer qu'il est sécurisé. Alors bien sûr, on pourra me dire que ça a déjà changé plein de fois, que plus personne ne code un assembleur, que plus personne ne code sans IDE prédictif même, et que demain, peut-être, plus personne ne codera rien de zéro. On sera vite fixé parce que le code produit par IA est déjà là, hein, ça commence. Hein. Bon, ça commence, c'est même déjà commencé, puisque il semblerait qu'un quart des startups de Y Combinator, donc qui sont financés par l'incubateur Y Combinator, ont 95% de leur code produit par des IA. Donc il y a 100 millions d'utilisateurs déjà qui utilisent des produits qui sont codés en Vibe. Et partout, l'IA change complètement le marché de l'emploi. Hein. Duolingo a viré des milliers de gens, l'UPS pareil, Cisco pareil, IBM et Salesforce, ils gèlent les embauches. Amazon redirige ses employés d'Alexa vers l'IA. SAP restructure aussi 8000 postes, je crois. 3 boîtes sur 10 l'an dernier ont remplacé des gens par des IA, et ce sera pas moins cette année. Hein. 2 tiers des jeunes recrues de l'année utilisent des IA au boulot. On verra ce que ça donne sur le plus long terme, hein, mais pour l'instant, la vibe, c'est la vibe. Il faut pas tirer comme conclusion, et je pense que c'est pas du tout ton propos, que de dire une nouvelle fois l'alarmisme des IA qui remplacent les emplois massivement, etc. Je pense que c'est pas si simple, mais quand un tel changement arrive aussi vite et aussi soudainement, il faut toujours l'observer avec recul et se poser des questions. Tu as soulevé plein d'écueils qui sont amenés avec ce genre de transformation, et c'est évidemment hyper important de les surveiller. On continue avec le profil d'usage de DeepSeek en Chine, qui pourrait bien remplacer les voyants. Tiens, je ne sais pas quelle est la consommation des voyants en Chine, mais en tout cas, j'ai l'impression que DeepSeek a de quoi faire. Écoute, en tout cas, DeepSeek R1 sert à tout, il est même astrologue, et très apprécié en tant qu'astrologue en Chine. Enfin, c'est l'astrologie qui s'appelle Bachi. Pour être précis, le Bachi, il est connu ici sous le nom des 4 piliers de la destinée. Voilà, c'est basé sur les interactions entre 5 éléments. Dommage. C'est un horoscope temporel qui se base sur l'année, alors le mois, le jour et l'heure et l'année de la naissance. Voilà, donc c'est ça les 4 piliers, hein, jour, mois, année, heure. Le Bachi, ça veut dire d'ailleurs 8 caractères. Bon, encore perdu, c'est quoi les 8? C'est que les 4 piliers se divisent en 2 machins, un machin terrestre et un machin céleste. Et voilà, on y est. Bon, bien sûr, comme tous les trucs de divination, il faut que ça soit ultra alambiqué pour faire sérieux, sinon on n'y croit pas. C'est évident. C'est vrai, t'as raison. Donc le Bachi utilise le calendrier chinois et plein de règles, de trucs, avec des éléments, tout ça, les 5 éléments, le métal, le feu, l'eau, je sais pas quoi. Tout ça, en fait, les LLM sont très doués, finalement, pour reproduire les analyses des maîtres du domaine. Il faut dire que y a un côté algorithmique, hein, avec plein de schémas, plein de patterns comme ça, de correspondances, que les LLM savent très bien voir, en réalité. Et donc, les Chinois, ils trouvent que DeepSeek, il est très fort en horoscope, et il a une grosse clientèle pour ça. Des gens qui sont satisfaits de ses conseils, de sa perspicacité. En Chine, la spiritualité a une place un petit peu à part, hein, parce que les religions sont très encadrées et que les pratiques divinatoires traditionnelles le sont aussi plus ou moins. En fait, il y a une censure qui laisse parfois passer des trucs un peu à géométrie variable comme ça là-dessus. Et DeepSeek, sans le vouloir, il comble une sorte de vide. Il donne un accès facile à une espèce d'astrologie, une espèce de spiritualité, de divination. En plus, traditionnelle. Oui. C'est quoi les cas d'usage? Peux-tu me dire l'avenir? Enfin, j'ai du mal à comprendre. C'est quoi le prompt, en fait? Le prompt type de genre le prompt, c'est j'aimerais savoir, voilà, je suis né à telle date, j'ai tel problème à mon boulot, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux? Ou alors, je sais pas, je voudrais acheter un appartement cette année, est-ce que c'est une bonne idée? Où je l'achète? Et je sais pas, ta vie, quoi. Mais d'ailleurs, il y a des risques, hein, parce que, évidemment, DeepSeek, il va déduire des trucs vu avec les schémas qu'il a vus. Mais il peut aboutir à des conclusions atroces. Il peut te dire, je vois que vous allez devenir tétraplégique en passant sous un bus.
Ce qui peut être anxiogène comme prédiction, tu vois? Ou: «Ah, vous allez crever d'une intoxication alimentaire en mangeant des carottes». Ce qui est con, tu perds mangeras plus jamais des carottes, tu vois? C'est quand même un petit problème, Et et puis l'influence des médecines alternatives est horrible parce que ça peut c'est détourner de la ouais, médecine traditionnelle. beh, c'est ça, c'est ça. Donc on sait pas trop, mais bon, on en est là, quoi. Il y a des milliers de Chinois qui considèrent déjà une IA comme un oracle. C'est pas encore un dieu numérique, hein. Bon, on verra l'année prochaine pour ça. Bon, puis là, on met en lumière, des usages chinois. Je suis à peu près persuadé que dans d'autres environnements occidentaux, avec, les outils qu'on a, il commence à y avoir des usages de ce type aussi, peut-être pas les mêmes tendances, pas sur les mêmes volumes, mais bon. On change d'époque, Guillaume, c'est, la force, de la transformation, de la modernité qui arrive. Peut-être qu'on va pouvoir se passer des billets d'avion. En tout cas, Ryanair, voulait qu'on ait des cartes d'embarquement complètement dématérialisées. C'est plutôt positif, non? Bah, le papier, c'est plus trop à la mode, hein. Ryanair, effectivement, veut plus de carte d'embarquement papier. Il va généraliser la version numérique dès le mois de mai, donc dans son application pour smartphone, hein. Même si 80% des gens font déjà comme ça, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a un souci à requérir un smartphone fonctionnel pour prendre l'avion, quoi. C'est Mmh. pas une nostalgie du papier, hein, c'est juste que, bah, voilà, en gros, t'as plus le droit aujourd'hui de ne pas avoir de smartphone, quoi, hein, essentiellement. Il y a encore beaucoup de gens qui ont pas de smartphone, hein, ou qui ont juste des téléphones de base, ou qui ont pas de téléphone du tout, quoi. Ou qui ont des téléphones, trop anciens pour avoir, parce qu'il faut pas oublier aussi qu'il faut la bonne version d'Android pour que les applis soient compatibles avec, tu vois? Donc même Mmh. ça, si tu as un très vieux smartphone, ça peut ne pas marcher aussi. Mais bon, Voir certains smartphones qui ont pas forcément les API qui vont bien. Je pense au Play Store, au Play Services, là, ou les équivalents maintenant. Enfin, si tu as un mobile qui est peut-être un peu ouais, à part, tu as certains services qui peuvent ne pas ouais, c'est tourner, quoi. ça. Quand bien même le smartphone est récent, quoi. C'est Si ça tu qui est pas dingue. vraiment mainstream, en fait, bon, tu es handicapé, je trouve ça toujours un Mmh. peu perturbant. Mais bon, le papier disparaît et d'ailleurs au Danemark, PostNord, le service postal d'État, hein, va carrément arrêter de livrer des lettres. Vous pouvez envoyer des colis, mais plus de courrier. Parce que fin juin, les boîtes aux lettres aussi C'est vont vrai? commencer à disparaître. Il Ah sera toujours possible d'envoyer des lettres, mais via d'autres prestataires ah de la livraison, vache. quoi. La Poste en elle-même le fera plus. Alors OK, le nombre de lettres a baissé de 90% en 25 ans, hein, Mmh. mais c'est quand même frappant. La décision est assez extrême et vient aussi de l'état financier pas brillant du tout de la Poste danoise. Le secteur postal a été privatisé, les expéditions sont soumises à la TVA, bon, il y a des gros soucis, je sais pas à quel point c'est le sens de l'histoire, n'est-ce pas? Ou juste une gestion économique complètement pourrie, voilà, on va dire des choix très hasardeux. C'est incroyable. Bon, effectivement, il y a des services alternatifs qui permettront de distribuer sans doute du courrier, mais font très bien. On continue, là aussi avec, l'avancée vers la modernité, Guillaume. La modernité, c'est quoi? C'est, les États-Unis qui protègent, l'Europe, qui protègent l'Ukraine, mais pas à n'importe quel prix. Ils veulent des terres rares. On va pas revenir sur, le sujet sur le plan politique, mais quand même spécifiquement sur cette histoire de terres rares en Ukraine, Guillaume. Oui, bah, Trump, il adore les terres rares, hein, il va en chercher partout apparemment, hein. Il Moi en a aussi, parlé pour j'avoue. le Groenland, pour l'Ukraine, mais tout le monde aime les terres rares. Et évidemment, il y a eu ce clash historique avec Zelensky, il veut aller chercher partout des terres rares, sauf chez lui. Pourtant, il y en a des terres rares inexploitées en Californie, en Alaska, au Texas, il y en a, hein. Son gouvernement répète que la Chine est un fournisseur tellement important que ça en devient une menace, hein, et c'est vrai qu'on a besoin de tout un tas de ces métaux avec des droits couchés dehors pour une majorité de la tech moderne, donc chercher des sources fiables de terres rares, c'est important, ok. Mais que ce soit au Groenland ou en Ukraine, là, eh ben, les spécialistes comprennent juste pas, en fait. Au Groenland, on sait qu'il y a plein de trucs dans le sous-sol du Groenland, hein, ok, mais pour aller les exploiter, c'est une autre histoire, parce qu'il y a tout à construire, il y a des équipements, des infrastructures pharaoniques qu'il faut faire, et c'est dans un pays où il y a 6 mois de l'année, tu te les gèles, et 6 autres mois, tu patauges dans la boue, quoi. Donc il y a une raison pour laquelle les ressources du Groenland sont toujours pas exploitées, hein, c'est que ça demande c'est très très difficile et ça demande des investissements absolument colossaux avant de pouvoir y arriver. Quant à l'Ukraine, c'est presque encore plus bizarre parce qu'il y a actuellement aucun filon de terre rare en Ukraine dont on est sûr qu'il soit économiquement viable. Et les présomptions qu'on a sur les gisements, hein, sont sur des zones, surtout à l'est en fait, qui sont proches des combats, voire carrément en zone russe. En fait, même pour les chiffres qu'on a, on est sûr de rien. Ils viennent sans doute d'études soviétiques des années 60. Et deux gisements supposés seraient constitués de britolite. C'est des minéraux qu'on ne sait pas comment exploiter, parce que chimiquement, on ne sait même pas comment en tirer les terres rares, c'est un bordel, quoi. Donc, ils seraient apparemment pas exploitables. Mais même s'il y avait des gisements importants de découvert, hein, d'ailleurs en Ukraine, il faudrait 10 à 15 ans pour avoir une exploitation rentable. Ce qui veut dire des milliards d'investissements à perte pendant des années.
Et il n'est pas si clair que des boîtes américaines se bousculent pour faire ce genre de truc. Il y a, alors, il y a certaines personnes comme Jack Lifton, qui préside l'Institut des minerais critiques, qui pense tout simplement que c'est absurde. Ça n'arrivera pas. Si l'Ukraine avait eu plein de terres rares, bon, pour le coup, même à nous, ça aurait pu nous servir, les Européens, tout simplement, aller les chercher en Ukraine, pourquoi pas, on aurait pu avoir un marché là-bas, comme les États-Unis, dans le cadre d'un accord qui soit pas juste du vol pur et simple, là, bien entendu, mais ça, c'est un autre sujet. Mais même de toute façon, il semble qu'il faille pas compter dessus. Ce qui rend par ailleurs la conduite de Trump incompréhensible. Pourquoi cette crispation sur l'accord? C'est pas ce que c'est quoi? Est-ce que c'est la sénilité? Est-ce que c'est des conseillers débiles? Est-ce que c'est un autre plan foireux qu'il a derrière la tête? Est-ce que c'est tout à la fois? Peut-être. Ouais, peut-être qu'il n'y a pas une explication, mais une multitude de mauvaises raisons. J'étais tombé effectivement sur une carte des terres rares, enfin des ressources un peu critiques comme ça en Ukraine. Bon, j'en voyais pas que à l'Est, je suis pas du tout spécialiste sur le sujet, j'en voyais un petit peu partout. Ce qui est compliqué, c'est effectivement de se rendre compte dans quelle mesure ça représente des opportunités et effectivement de se dire que ce soit facile de les exploiter, c'est pas évident. Concernant le Groenland, par contre, c'est plus logique, Guillaume, parce que peut-être que le froid empêche l'accès aux terres rares et des ressources qui sont très nombreuses et très sources d'enrichissement. Mais avec le réchauffement climatique, parce que tu drilles, il faudra peut-être plus longtemps avant d'y accéder, tu vois, c'est logique, c'est logique. Mais oui, et puis de toute façon, quand il fera 55 degrés à New York, il faudra faire un New York au Groenland. Et voilà, ce sera un New York, voilà. On parle un petit peu des productions de puces, là aussi, un sujet stratégique à l'échelle internationale, Guillaume. Et oui, parce qu'il l'a fait, Trump, il va tuer le Chips Act, ça y est, le Chips Act qui mobilisait donc 52 milliards pour favoriser la production de puces sur le sol américain, soit exactement l'objectif qu'il poursuit lui aussi, Oui, c'est vrai. quand même. Il veut injecter ses fonds pour rembourser la dette, ce qui est proprement stupide. La dette américaine est de 36 000 milliards de dollars. Il y a déjà de l'argent qui a été donné, d'ailleurs, pour le Chips Act. Je suppose qu'il ne va pas demander à TSMC, par exemple, de rendre les 6,6 milliards qu'il a reçus, je ne pense pas, ni à Intel, puisque Intel qui pourra en crever si jamais tu lui demandes de rembourser. Mais bon, même admettons, il a injecté les 52 milliards du Chips Act dans la dette, alors que dedans, il y a des prêts, des crédits d'impôt, etc. Mais passons. Tu injectes 52 milliards dans la dette, tu as remboursé 0,14% de la dette de ton pays, soit que dalle. C'est un début, avec des gros guillemets. C'est un tout petit début, mais en faisant ça, tu ne prends pas des mesures positives destinées à dynamiser ton économie et ton industrie, chose dont tu as un peu vitalement besoin maintenant que tu es passé en mode full protectionniste quand même. Grave. Mais donc c'est encore une brillante idée. Alors vous me direz que de toute façon, TSMC s'est engagé tout seul à investir 100 milliards de plus aux États-Unis, donc pas besoin de Chips Act. Alors pour être précis, on ne sait pas exactement comment ça va marcher quand même, parce que TSMC dépense de lui-même des dizaines de milliards par an. 30 milliards en 2023 et en 2024 à peu près, 40 prévus en 2025. 100 milliards, donc c'est en fait 25 milliards par an sur 4 ans. On ne sait pas à quel point ça va représenter une augmentation des dépenses ou un transfert de ce qui était prévu de dépenser à Taïwan déjà, qui sera finalement dépensé aux États-Unis, finalement. Parce que TSMC construit des usines aux États-Unis et ça va l'aider pour les tarifs douaniers, c'est sûr, ça va évidemment pour les taxes, c'est positif, c'est certain, parce que bon, que ce soit 25% ou quoi que ça soit à terme, de toute façon, ça fait mal. Mais il conserve toujours néanmoins ses processus les plus évolués à Taïwan pour l'instant. Ce qui veut dire qu'Apple devra quand même importer pour ses iPhones, il a besoin des derniers process, il va quand même devoir payer encore un bon moment. TSMC a une autre raison d'investir plus aux États-Unis, et c'est une raison qui lui est propre. Cette raison, c'est la Chine. C'est un problème depuis toujours. La Chine considère que Taïwan lui appartient, et si jamais elle envahit le territoire, c'est la zone, c'est la méga zone. Et comme la Russie est finalement en passe de réussir à avoir annexé des territoires, finalement, ça pourrait servir de preuve de concept aux Chinois. La menace chinoise sur Taïwan ne faiblit pas, c'est même carrément le contraire. Et donc avoir une base de repli aux États-Unis dans le pire des cas, ça devient fondamental pour TSMC. 100 milliards, c'est que le début, s'il veut s'implanter solidement et avoir une sorte de base arrière. De ce point de vue d'ailleurs, prendre en charge les usines Intel, c'était une rumeur, apparemment ça va pas se faire, mais bon. Il y avait un truc comme quoi TSMC pouvait reprendre lui-même la partie fabrication d'Intel. Le cas échéant, c'est vrai que ça aurait été une solution de repli aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, ça reste spéculatif. Un bouclier de silicium pour TSMC Taïwan. Et tu parles de Intel, justement, alors qui pourrait souffrir avec des actions de Trump, et puis surtout de ce lien qui aurait été possible avec TSMC. On n'est pas toujours très positif quand on parle de Intel, on est même plutôt inquiet pour leur avenir. J'ai l'impression que tu es allé glaner des sources enthousiasmantes pour l'avenir de Intel. Ouais, comment ça va Intel ? Ça va pas mal, si on en croit Craig Barrett, qui a été PDG d'Intel.
Il est de retour et ça va être une remontada de malade. Absolument, il faut arrêter de parler de couper Intel en deux, c'est débile, il va être super. Alors d'un côté, c'est vrai que ça c'est Craig Barrett qui le dit, hein, c'est pas moi. C'est Craig Barrett qui l'affirme, voilà, que en fait ça va aller. D'un côté, il y a effectivement des nouvelles qui sont pas très réjouissantes, donc on peut se poser la question, hein, toujours, on se pose toujours pas mal de questions là-dessus. Ces futures usines en Ohio qui devaient être opérationnelles en 2025, bon, elle n'y croyait pas du tout, hein, mais bon, bah, c'était le plan. Bah là, elles viennent carrément d'être retardées jusqu'en 2030, et pour un début de production en 2031. Et en fait, il y a deux usines, et la deuxième démarrait peut-être même en 2032. Donc là, ça fait quand même un peu mal. C'est une usine à 28 milliards de dollars, hein, ça fait beaucoup moins de capacité de production, évidemment, pendant ce temps-là, quoi. Au chapitre, par contre, des plutôt bonnes nouvelles, Nvidia et Broadcom et AMD sont en train de tester les usines Intel, ça y est, hein, donc le process 18A que Intel va donc proposer à d'autres gens et testé par des grands noms de l'industrie. Ils sont en train de produire des wafers de test avec quelques composants dessus pour voir comment ça réagit et s'ils pourraient graver leur propre puce dessus avec, et surtout quelle performance ils pourraient en entendre, quoi. Pour le moment, malheureusement, on n'a pas d'autres infos. Et on n'est pas du tout assuré que ces trois candidats donnent finalement suite. C'est possible, ça va se jouer sur les performances, évidemment, aussi sur le prix, hein, du processus. Si Nvidia adhère, c'est le jackpot, hein, parce que c'est un client prestigieux qui vend des volumes astronomiques de puces, très chers et à très forte marge. Donc ce serait magnifique. AMD serait une bonne prise aussi, évidemment, hein, puisque les prochaines PlayStation et Xbox pourraient du coup être fabriquées par Intel, ce serait rigolo. Aucune assurance, hein, pour le moment de ça. Le 18A semble quand même assez compétitif a priori. Intel, TSMC et Synopsys d'ailleurs ont fait un petit concours de densité de puces là ces derniers temps. Alors sur des mémoires, sur des SRAM, donc c'est les mémoires utilisées pour les caches des processeurs, que c'est le mémoire statique. On a atteint 38,1 mégabits par millimètre carré. Alors c'est 23% de mieux pour Intel qu'avant, que les SRAM qu'ils faisaient avant, et pour TSMC c'est 12% de mieux par rapport à ce qu'ils réussissaient à faire. Donc on voit bien qu'il y a quand même un gap plus important chez Intel qui partait d'un petit peu plus loin. Et là on est quand même vraiment dans l'avant-garde, c'est-à-dire qu'on parle du N2 de TSMC et du 18A d'Intel qui utilisent tous les deux des nouveaux processus de fabrication des transistors avec des transistors en nanoruban, donc c'est quand même une rupture très importante sur la géométrie des transistors, c'est quand même un gros passage industriellement, c'est vraiment très significatif. Synopsys a atteint à peu près la même densité, je parlais de Synopsys tout à l'heure, Synopsys aussi était là-dessus, donc ils ont atteint une même densité, mais avec du FinFET, c'est-à-dire avec un ancien process qui est une belle performance. Cela dit, quand tu regardes les vitesses atteintes par ces mémoires, évidemment, en FinFET, Synopsys atteint malheureusement uniquement 2,4 GHz, alors que Intel atteint les 5,6 GHz et TSMC seulement 4,2. Ce qui fait que le processus Intel semble vraiment rapide. Et d'une manière générale, il se murmure que le 18A d'Intel serait un peu plus rapide que le N2 de TSMC, alors que le N2 de TSMC pourrait être un peu plus dense. Après, ça dépend aussi comment tu gaules le truc, évidemment, mais voilà, donc c'est à peu près cette idée-là. Intel a d'ailleurs développé le Backside Power Delivery, c'est-à-dire que toute la connectique pour l'alimentation en électricité passe derrière la puce, ce qui permet de libérer l'avant, et donc ça permet d'avoir une densité qui est plus importante et d'envoyer un peu plus de courant, etc. Donc ça pourrait être aussi ça aussi en faveur d'Intel, ça pourrait l'avantager. Et donc après, il faut voir les prix. En gros, la remontada d'Intel, elle est tout à fait possible, mais elle n'est pas évidente, mais elle est tout à fait possible. Ton chouchou dans le monde des processeurs est en train de se préparer à se faire une place dans le monde des serveurs. C'est l'architecture RISC, évidemment, Guillaume. Oui, vous n'en avez pas entendu parler depuis 2 semaines, c'est un scandale. Donc cette fois, c'est 2 news pour le prix d'une, et voilà. Et l'une nous concerne directement, puisque nous aussi, les Européens, on veut des serveurs avec du RISC-V. C'est EuroHPC qui va financer le projet DARE, D-A-R-E, ou DARE, je ne sais pas si ça se prononce. Ça relie rapidement. Ça relie au Dardar. Exactement, bravo, tout à fait. Le projet Dardar, donc, qui est une initiative qui regroupe 38 boîtes différentes autour de l'architecture ouverte pour le calcul de performance, avec le design de 3 processeurs RISC-V. Alors, c'est coordonné à Barcelone, c'est financé par les États membres à hauteur de 240 millions sur 3 ans, avec pour but d'avoir des processeurs souverains pour le calcul scientifique à l'horizon 2030 à mettre dans les superordinateurs de l'Union, quoi. Alors, parmi les 3 puces, on en a une qui sera très vectorielle pour le calcul généraliste à haute précision, une qui sera plus destinée à l'inférence des modèles de deep learning, plutôt l'inférence, pas encore l'entraînement, mais c'est déjà très ambitieux. 240 millions, c'est pas non plus énorme, si on compare à ce que dépensait Nvidia par exemple. Après, RISC-V, c'est une architecture qui est aussi flexible, peu chère. Bon, voilà, en tout cas, le projet est là, quoi.
Et en Chine, eh ben, il se passe un petit peu la même chose, mais avec de l'avance même, puisque Alibaba lance son propre cœur RISC-V, son propre CPU RISC-V. Alors plus précisément, en fait, c'est Shuatier, une émanation de la Damo Academy d'Alibaba, qui lance son C930. C'est un CPU 64 bits avec tout le confort moderne. Vous avez du multicœur, c'est out of order, donc ça réorganise les instructions à la volée pour tirer parti du superscalaire. Donc il y a 6 décodeurs a priori, donc peut-être que vous pouvez... Alors, je ne sais pas s'il y a 6 unités, il y a probablement 6 unités derrière, donc voilà, ça veut dire que vous pouvez éventuellement, en théorie, exécuter 6 instructions en même temps, par cœur. Vous avez un pipeline de 16 étages, c'est compatible avec la dernière spécification RVA23, et c'est important, c'est pas juste que je me la pète en sortant des mots compliqués. Tu te la pètes un peu en sortant des mots compliqués. Oui, c'est vrai, mais j'aime bien. Et RVA23, c'est la nouvelle spécification de RISC-V, et en fait, elle prescrit tout un tas de nouvelles fonctionnalités, en particulier, elle implique d'avoir une unité vectorielle, donc ça permet d'accélérer les calculs lourds, ça c'est très important pour le HPC par exemple, ou même pour les serveurs, et aussi le support de la virtualisation, ce qui est carrément nécessaire, si tu veux, une puce qui peut remplacer, qui peut devenir un petit peu le Xeon, le Xeon chinois. Et de fait, les C930 sont vraiment destinés à rentrer dans des serveurs 100% chinois, tous fabriqués en Chine avec du logiciel chinois et des véritables Xeon indigènes, quoi. Et évidemment, ça va dépendre de comment ils sont fabriqués, parce qu'évidemment, la performance, ça va dépendre de comment tu les fabriques, avec quel process, etc. On sait que SMIC n'est pas complètement non plus au niveau occidental, mais bon, quand même. C'est vraiment intéressant, et au niveau fonctionnel, tu as tout, quoi. Tu as des caches de niveau 2 et 3, tu as les supports de précision multiples du 256 bits au 16 bits, et tout ça est très modulaire. Ce qui veut dire que tu as une spécification de base, comme je disais, mais en plus, tu peux rajouter des trucs. Par exemple, tu peux rajouter un module de chiffrement pour accélérer le cryptage, quoi, voilà, et puis aussi des diverses fonctions cryptographiques, quoi. Et puis tu peux accélérer le calcul des matrices si tu veux, pour rajouter une unité matricielle, etc., etc. Et donc avec RVA23, en fait, il faut plus considérer que RISC est une sous-architecture pour les objets connectés, les trucs très légers, etc. Parce que là, vraiment, on a une nouvelle spécification qui destine RISC-V à entrer dans des machines relativement puissantes. Et clairement, le contexte géopolitique aide, parce que ça pourrait succéder naturellement à ARM, quoi, et dans pas mal de pays qui voudraient des puces souveraines sans aucune dépendance extérieure. Le RISC-V est complètement une alternative naturelle aux puces compatibles Intel qui sont fabriquées par les Américains, ou aux puces fabriquées en ARM qui sont fabriquées par les Américains, et sur une architecture qui est anglaise et qui est détenue par des Japonais. Donc tu vois que ça peut pas être assez naturel. Une mention spéciale pour terminer ce supplément, une mention spéciale que tu adresses au monde de l'animation 3D, avec un prix à souligner. Oui, je sais pas si tu l'as vu, Flo? Je l'ai pas vu, mais du coup, quand je l'ai vu dans le conducteur de l'épisode, je me suis dit, tiens, je l'ai pas vu, ça sort quand? Donc je me suis rendu compte qu'il est sorti en octobre, et donc évidemment, j'attends avec impatience sa sortie ailleurs qu'au cinéma. Ben oui, tout à fait, ça va te plaire, c'est un truc avec un chat. Bah oui. Flo, alors moi je l'ai raté aussi, c'est un tort, je vais essayer de le voir aussi. C'est un long métrage d'animation qui m'enseigne des animaux, mais en particulier Il a l'air incroyable. dans un style un petit peu cel shaded, 3D, c'est un petit peu cel shaded. Alors c'est joli, c'est un style, et d'ailleurs ça vient de gagner un Oscar. Et ça vient de gagner un Oscar devant Moana 2 et Vice Versa 2, ce qui est assez incroyable. Puisque Flo, d'ailleurs, a aussi gagné plein d'autres prix. À Annecy, il a gagné un César. Je sais combien d'autres prix, je crois qu'il en a gagné une cinquantaine, une soixantaine. Et c'est fantastique, parce que Flo a été intégralement fait sous Blender, qui est un logiciel 3D open source, totalement gratuit, ultra puissant. Si jamais vous ne connaissez pas, ce truc a été fait avec un budget dérisoire. Enfin, en comparaison de Moana 2, quand même. Et le moteur, la personne qui a été vraiment le moteur derrière ce film, c'est Gins Zidbalodis, qui a fait un petit peu tout. En tout cas, il a fait énormément de choses. Il a fait l'écriture déjà. Il a fait de l'animation dessus. Il a fait toute la lumière. Il fait la direction artistique. Donc c'est un animateur de formation qui a commencé sur Maya et qui est passé sous Blender à cause d'Eevee. Alors Eevee avec 2 E et 2 E, donc 3 avec 4 E. Et Eevee, c'est le moteur de rendu temps réel de Blender. C'est un peu comme un moteur de jeu vidéo, tout simplement, comme Unreal Engine et ce genre de truc. Ça fait du rendu qui est joli, mais bon voilà, c'est un rendu temps réel, quoi, donc il y a quand même des concessions. C'est puissant, c'est ultra flexible, mais en général, c'est plutôt utilisé pour les previews, quoi. Donc après, on lance le rendu ray tracing de haute qualité derrière. Et bon, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse utiliser Eevee uniquement, et là, c'est le cas. Flow a été intégralement rendu avec Eevee. Chaque image a pris entre une demi-seconde et 10 secondes de calcul sur une station de travail. L'équipe de Flow n'a pas de ferme de rendu, ce qui est excessivement rare. Il n'y a pas eu besoin de ferme de rendu.
Et donc, à peu de choses près, Flow est rendu en quasi temps réel, ce qui est assez sidérant, hein, quand tu vois la qualité du truc. Hein. Alors bien sûr, Gintz, il n'est pas resté seul, hein, il a eu de l'aide pour le rendu de l'eau, pour plein d'outils qu'ils ont développés. Il a eu une équipe pour les animations, les textures, tout ça bien sûr, mais c'est resté tout petit. Hein. Le studio rentre dans une grande pièce d'une grande maison, quoi, hein, à peu près. Ça a quand même pris 5 ans et demi. En 2019, Gintz, il a écrit le script, hein, et puis il a appris Blender. C'est ça qui est fou. Hein. C'est fou. En 2020, il a trouvé un financement et 2 collègues plus orientés techniques. Bon, puis après, il y a eu la pandémie. Mais bon, comme il était quasi tout seul, ça n'a pas trop affecté le projet, en vrai. En 2021, il y a d'autres artistes qui se sont joints au projet, et puis le gros de la production s'est fait à partir de 2023. Et ce qui est fascinant dans son interview, c'est de voir que t'as un mec passionné qui a appris Blender tout seul sur des tutos YouTube, quoi. Et qui c'est génial, c'est hyper enthousiasmant. Jusqu'à... c'est formidable. Le mec, il a porté son film, il l'a rendu sur son PC, il l'a porté jusqu'aux Oscars. Et tout ça grâce à de l'open source. Si ça, c'est pas un beau conte de fées. C'est un très beau conte de fées. Et c'est d'autant plus appréciable quand il y a comme ça une œuvre. Alors moi, j'ai évidemment vu que la bande-annonce, mais j'avoue que tout le lore qu'était en train de décrire sur la réalisation du film encourage encore plus à aller le regarder. Bon, il faut attendre sa sortie dans sa disponibilité officielle définitive. C'est un film d'animation, effectivement, avec un chat. C'est pas sans me rappeler, même si graphiquement, ça n'a pas grand-chose à voir. Et l'environnement non plus, mais Stray, forcément. Mais c'est un film muet, donc j'imagine qu'on entend en plus que des ronronnements et des miaulements. Quoi de plus intéressant, finalement, qu'un film comme ça. Il est pour moi, je pense, ce film. Merci beaucoup pour me l'avoir fait découvrir, Guillaume. Et je vais aller jeter un coup d'œil. Et je vais aller jeter un coup d'œil aussi sur, a priori, la présentation The Animation of Flow, donc sur la conférence Blender de 2024, où il y a toute cette pédagogie autour de la réalisation de ce film. Ça a l'air génial, hyper intéressant. Merci beaucoup pour ta sélection, Guillaume, dans l'actualité des nouvelles technologies pour ce supplément de Tech Café. Si jamais vous êtes convaincu par la formule, rendez-vous sur Patreon, patreon.com/techcafé. C'est une page sur laquelle vous pouvez vous inscrire même sans contribuer financièrement, même si le mieux évidemment c'est de contribuer financièrement parce que c'est l'essence de cette plateforme pour avoir des infos exclusives et puis en contribuant vous accédez à un flux qui vous permet d'ajouter le podcast sans la pub directement dans votre app de podcast. Vraiment un grand merci pour les interactions qu'on a avec vous qui nous écoutez, même vos petits merci, vos petites critiques rapides, vos petits encouragements de quelques mots sont toujours hyper positifs et toujours perçus avec beaucoup de plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas, ne reculez pas devant un petit mot pour faire des retours sur le podcast et sur ce qu'on vous apporte semaine après semaine. Guillaume, il faut absolument qu'on puisse informer nos auditrices et nos auditeurs. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Je sais bien, les personnes sur Patreon peuvent te retrouver sur ChatGPT avec ton avatar virtuel. Mais toi, en sac de viande, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Moi, je vais aller chercher Flo. Est-ce que tu crois qu'il est déjà sorti en VOD ou un truc comme ça ? Non. Peut-être. En vrai, j'ai pas encore regardé. Mais attends, on va regarder tout de suite. Déjà. Octobre 2024, est-ce que c'est assez avec la chronologie des médias ? Apple TV à partir de 4,99, Google Play Film 3,99, YouTube 3,99. Écoute, 4 balles pour aller voir ça, franchement, ça donne envie. Merci beaucoup. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur Blue Sky principalement, guillaumevendée.fr pour quelques liens à mieux coordonner. Retrouvez-moi aussi pour streamer Zelda Echoes of Wisdom sur Twitch, twitch.tv/Guillaume Vendée. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.